Né au Burkina Faso dans une famille de djili, d'artistes comédiens, musiciens et metteurs en scène, Hassan Kassi Kouyaté a grandi dans le milieu du spectacle en Afrique et en Europe, notamment au Théâtre des Bouffes du Nord. Il y rejoint son père, Sotigui Kouyaté. Il crée la compagnie 2 temps 3 mouvements avec laquelle il met en scène une quarantaine de pièces de théâtre, aussi bien du répertoire classique que contemporain. En 2014, il est nommé à la direction de la scène nationale Tropic Atrium de la Martinique. Depuis 2019, il est à la tête des Francophonies en Limousin, structure qui prend sous sa direction le nom de Francophonie des écritures à la scène. Nous le rencontrons au laboratoire de théâtre de Yaoundé, OTNI. La première question, elle est simple, Hassan, c'est de savoir comment toi, tu es arrivé à l'art. En fait, moi, je ne suis pas arrivé à l'art, j'ai été façonné par l'art. Je dis pourquoi. Parce que je viens d'une famille de griots, comme voilà, dans le Mandé. Donc je suis un Kouyaté. On dit que les Kouyatés sont les griots des rois et les rois des griots. Donc nous sommes griots de père en fils, de mère en fille, depuis 1235. Donc, quand on sait que le griot est médiateur dans la société, animateur de toutes les cérémonies, et qu'il utilise l'art, la musique, les contes, les proverbes, la danse pour faire ses fonctions. Donc, il est artiste inné. L'art, c'est sa vie. Et donc, voilà, moi j'ai grandi dans cette famille. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui l'ont fait aussi dans un contexte pas que traditionnel. Ils l'ont fait dans un contexte professionnel. Et donc, moi j'ai passé. Quand tu entends, qu'est-ce que tu entends par contexte professionnel? C'est-à-dire que la médiation. Faire de la médiation, organiser les cérémonies, c'est traditionnel, c'est notre traditionnel, ça fait partie de notre vie, de notre culture. Après, en vivre, c'était devenu leur métier. Donc c'était la profession, c'était leur métier, alors que l'autre c'est culturel complètement. Et c'est là que ça devient intéressant, il y a une différence entre l'art et la culture. L'art va souvent de la culture, mais l'art va de la création. Pour moi, quand on parle d'art, on parle de création aussi, mais on ne crée pas de rien, on crée toujours d'autres choses. Voilà. Donc, mais après, en vivre est une autre chose. C'est une profession et ça me fait parler des amateurs éclairés qui sont très très bons, mais comme c'est pas leur profession, voilà la différence, ce que j'appelle profession. Donc mes parents étaient professionnels de l'art, en plus particulièrement du théâtre et du cinéma. Voilà, ils ont fait aussi la musique et tout. Donc moi j'ai grandi dans ce contexte-là. Pour moi, c'était même pas un métier. Pour moi, c'était leur manière de vivre, c'était leur philosophie et tout. Donc moi, j'ai fait des études de commerce. Mais sauf que... Mais avant d'arriver à là, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de cet apprentissage-là, de cette osmose. L'apprentissage par osmose dont je parle. En fait, quand tu nais dans une famille où les gens préparent d'abord les cérémonies et après animent ces cérémonies-là. Toi, tu es là tout le temps. Tu ne peux qu'apprendre sans qu'on te dise voilà, ça sert à ça, ça sert à ça. Tu apprends, tu comprends certaines choses et après, tu vois qu'on te donne certaines responsabilités. Ça veut dire qu'eux, ils ont vu que toi, tu as assez appris, que c'est assez rentré dans tes pores, dans ton intelligence, dans ton regard, dans tes narines, dans ta bouche, dans toutes les parties de ton corps, et qu'ils estiment que tu as assez de connaissances pour mener certaines choses. Ça, c'est
c'est la première partie de l'apprentissage par osmose. Et tu sais pas, tu commences à gratter certains instruments sans t'en rendre compte. Tu touches, tu bricoles, personne ne crie que c'est mauvais, personne ne dit que c'est bon. Et à un moment donné, ton grand-père dit « Ah, viens m'accompagner ». Ah, si tu veux, ça veut dire que... La transmission. Et voilà. Et puis tu dis « Non, prends ça comme ça. Là, tu as pris trop haut, la gamme est trop haute, va, essaye ça. Ta main, tu vois, elle n'est pas... Est-ce que tu fatigues pas? Tu ne sens pas que tu fatigues? Non, trouve une autre position de tes mains. On ne dit pas, pose ta main comme ça. Parce que c'est toi qui dois aller vers, c'est toi qui dois découvrir ce qui est bien pour toi. Parce que les énergies de tout le monde ne sont pas pareilles. Donc, c'est cet apprentissage qui ne se fait pas comme un apprentissage formel. On ne dit pas de 8h à 10h, histoire, géographie, et ça se fait sous l'arbre à palabre, et de 11h à 20h, mathématiques, non. C'est de cet apprentissage-là qui a besoin de temps, de laisser le temps, et qui a besoin de beaucoup d'échecs. Et de faire. Après, il y a l'initiation. On peut décider que... L'initiation qui est différente de l'apprentissage par osmose. On va dire, cet enfant, il est doué avec le balafon. Donc, il faut qu'on l'amène plus loin dans le balafon. Et on va commencer à lui raconter déjà l'histoire du balafon. Qu'on va se rentrer dans l'anthropologie des choses, l'histoire des choses. L'initiation commence. Et toutes les parties ésotériques, parce que voilà, nous on est fait aussi de tout ça. Et donc, on commence à rentrer. Là, on commence à aller vers l'initiation. Donc moi j'ai eu la chance de passer par toutes ces... Et si je peux me permettre, cher Hassan, ton initiation à toi, ça a été quoi? Par quoi es-tu passé? Mais quand on parle d'initiation, effectivement on parle d'une partie réservée qu'on appelle une partie secrète, que d'autres appellent secrète, mais moi je dirais une partie préservée. Plutôt que secret. Qui chez nous en Afrique, c'est la norme. Voilà. Mais il faut savoir que on parle de... C'est comme quand on prend un médicament occidental, souvent, on voit dans la notice, il y a la posologie, il y a les indications et les contre-indications. L'initiation consiste à ça. Il y a ces phases-là. On dit ça sert à ça. Attention, si tu fais comme ça, ça va donner ça. Mais si tu fais de telle manière, attention, ça donne le contraire et ça peut être dangereux. Et on commence à t'apprendre à distinguer ces choses, le bien, le mal, mais ce n'est pas le bien, le mal philosophique. C'est souvent, par exemple, on t'apprend la pharmacopée, à connaître les plantes, à connaître les fondements de ta société. C'est basé sur quoi? Quels sont les piliers, etc. Voilà. Et donc moi, mon initiation, je suis passé par là, mais aussi j'ai eu l'initiation de tout ce qui pourrait être la partie artistique pour la bonne vie de nos sociétés. Ok. Et j'aurais savoir, mais quand on est, je suppose, tu étais peut-être adolescent ou un jeune homme quand tu étais dans cet apprentissage et cette initiation ensuite, est-ce qu'à ce moment on comprend tout, toute cette cosmogonie qu'il peut avoir autour de nos rites, de nos coutumes, de ces instruments qui ne sont pas que des instruments? On ne comprend pas. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on nous fait subir ça. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais même révolté. J'étais révolté parce que c'est très difficile
un ado, surtout dans les années 60, moi je suis né après les années 60 quand même, il y avait d'autres centres d'intérêt, notamment le football, ne serait-ce que ça, le sport. Moi je faisais beaucoup de sport. Et qu'on te dit, il y a un match de quartier, tu ne peux pas le match de quartier parce que tu dois suivre le grand-père pour ça. Mais donc tu n'as plus même d'oreille pour ce que le grand-père te dira parce que tu penses au match. Donc tout ça, on passe par des choses pas possibles. Je vais vous raconter 2 petites anecdotes de l'initiation que j'ai pu avoir. La pause d'art. Mon père, Oui. tous les week-ends, quand j'étais ado, ou pendant les vacances, nous réveillait à 5 heures du matin, nous prenait dans la voiture, on partait à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou au Burkina Faso, qui était la capitale. Il y avait un barrage. Il nous donnait une ligne, des ammunitions, des appâts. Il traçait avec une poudre. En fait, on s'est compris après que c'était la poudre contre les serpents. Autour de nous, de à peu près 2 mètres carrés. J'étais avec mes frères et ils nous mettaient 100 mètres entre nous et ils nous donnaient une boîte de sardines à huile, une demi-miche de pain, 1 litre d'eau et on devait rester on partait à 5 heures, de 7 heures à 17 heures. On ne doit pas quitter là. Et on doit pêcher. Et pour un ado, mais c'est terrible. Mais en fait, on ne nous disait pas pourquoi. Au départ, on pensait que c'était pour aller pêcher du poisson. J'ai dit, mais mes parents avaient des moyens pour acheter du poisson, nous torturer. En fait, c'est d'abord pouvoir se mettre et rester avec soi-même. Comment pouvoir rester avec soi-même à un moment donné. Et puis espérer quelque chose que tu ne vois pas dans l'eau, dans ça. Et voir des gens et ne pas être obligé de vouloir communiquer. C'était un travail très très dur, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui me sert tellement. Je ne me sens jamais seul, en fait, dans la réalité. Mais c'est après, quand je grandis, je comprends. Ça, c'est la première chose. La deuxième initiation, par exemple, c'est que à chaque grande vacances, on rentrait dans un bout de la forêt avec un guide et on marchait pendant 1 semaine dans la forêt sans sortir de la forêt. On devait tout trouver dans la forêt. On devait tout trouver à manger, trouver à boire, trouver tout dans la forêt. J'ai fait ça 1 fois, dans plusieurs types de forêts avec mes parents et des guides, en fait, qui nous initiaient à lire la nature, à lire dans la nature, à lire le ciel, ce que le ciel nous dit, le nuage, le soleil, les étoiles, à lire le langage des plantes, à lire le langage des animaux. Pas dans toutes les forêts, dans certaines forêts, quand je rentre, je sais qu'à telle distance, on va trouver de l'eau. En voyant des choses comme ça, voilà. Ça, c'est des parties de l'initiation dont je peux parler. Voilà. Et du coup, il y a dans cet apprentissage culturel, initiation culturelle et artistique aussi. Et comme tu le disais plus haut, tu vas faire des études de commerce. Ouais. Quelle est comment tu arrives à ça? Pourquoi tu ne suis pas de but en blanc le parcours de tes parents, mais tu as fait du commerce? Parce qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait la révolte. Hein, de dire, voilà, je vais pas faire comme eux. Il y a ce réflexe primaire qu'on a souvent, que quand on est révolté, c'est quand on est fatigué d'être révolté qu'on devient révolutionnaire. On commence à, voilà. Et il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que pour moi,
tout ce que je disais, l'art, la culture, la musique, la danse, le théâtre, toutes ces choses, pour moi, c'était la vie. Il fallait apprendre un métier. Voilà. Et je voulais un métier qui donne de l'argent. Parce que je voulais être un indépendant. J'ai compris que l'argent donnait une certaine liberté. Et donc, j'étais en train de voir qu'à l'époque, mes parents ne vivaient pas de leur art totalement. C'était pas vrai, c'était compliqué en Afrique de vivre que de ça. Et c'est pour cela que mon père était à la fonction publique et tout. Et puis il faisait l'art à côté. Mais c'est par la suite qu'il a pris sa disponibilité que pour faire que de l'art. Mais j'ai vu comment c'était très difficile. Matériellement, surtout, on était dans ce qu'on appelle des cours, des concessions, où on n'était pas que la famille nucléaire, on était à peu près 65 personnes dans la cour. Et les cousins, les neveux, les hommes, les enfants adoptés, voilà. Et donc, à partir de là, je dis, il faut que je fasse un métier qui puisse me donner cette liberté de vie, qui puisse faire en sorte que je sois capable de faire face à ces aléas de la vie là. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte aussi que si mes parents ne pouvaient pas en vivre totalement, c'est qu'ils n'étaient pas rentrés dans le système commercial de la chose. Parce que pour pouvoir en vivre, c'est une question d'économie. C'est l'économie du spectacle, l'économie de la culture. Donc, ça m'a réconforté d'aller faire ce type d'études et de voir ce milieu du point de vue aussi économique. Et du coup, tu fais des études de commerce, mais tu finis quand même par rentrer dans l'art. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu dis stop à l'art, machin, moi je vais chercher de l'argent dans le commerce, qu'est-ce qui se passe à ça? Alors, il se passe quelque chose de très drôle que pour payer une partie de mes études, parce que mes parents finançaient une partie, mais c'était un deal entre nous. La question de mon loyer à Paris, mes repas, mes transports, c'était de mon ressort, mais le financement des études, c'était d'eux. Donc il fallait que je trouve des moyens. Et moi, comme je savais jouer de la musique, je savais chanter, je savais danser, je savais raconter des histoires. Donc, moi, au lieu d'aller faire des petits boulots, nettoyer des trucs, être vigile, etc., moi, je partais déposer mon cartable à 18h, je prenais mes instruments, je partais dans le métro ou à Sacré-Cœur ou sur des places et je jouais, je prenais mon argent, je partais. Et le week-end, je faisais des spectacles de contes ou dans les bibliothèques, dans les médiathèques et tout. Et puis, de fil en aiguille, je pars de là, parce que pour raconter vraiment comment je suis rentré définitivement, c'est long, mais de fil en aiguille, je pars de là, on découvre un artiste, on me dit par exemple, nous on a une proposition à vous faire, nous sommes tel festival, est-ce que vous pouvez venir un spectacle de conte d'une heure, on vous paye 3 000 francs français, mais on n'a pas beaucoup plus, 3 000. Ok, je vais, je raconte là. Il y a un tel festival qui... j'ai vu un tel festival. Moi, je suis rentré là-dedans comme ça, de fil en aiguille. Mais là, tu n'avais pas conscience du fait que... En fait, est-ce que tu te définissais à ce moment-là déjà comme artiste? Mais moi, je ne me suis jamais défini comme artiste. Moi, je ne suis pas un artiste. Moi, je suis un griot. Moi, je suis un griot, moi, je ne suis pas un artiste, mais j'utilise l'art dans ma vie. Parce que je ne suis pas que artiste. Je suis artiste, j'ai des moments d'artiste. Il y a des moments où je suis artiste, il y a des moments où je suis que médiateur dans la société. Il y a des moments où j'essaye de guider. C'est pour cela, artiste... ça te limite.
c'est pas que ça me limite, parce que c'est un pan important de moi. Et je crois savoir, parce que je t'ai écouté parler de ça, de l'impact aussi qu'a eu tes études dans la vie de tes parents. Quand je dis vie, c'est peut-être plus vie financière. Est-ce que tu peux nous en parler, Hassan? Oui, à un moment donné, mes parents, c'est des gens qui ont passé toute leur vie à ne même pas penser à l'argent dans la réalité. Et il se trouvait que il fallait optimiser leur boulot. Et puis aussi, ils étaient dans un système occidental aussi qui est une jungle. Et donc, j'ai eu envie et besoin de les protéger aussi. Et donc, de structurer administrativement leur travail et financièrement et économiquement leur boulot. Le commerce m'a servi à ça. Ouais. Mais je voudrais savoir, Hassan, comme tu le disais si bien, ça serait beaucoup trop long de nous raconter comment tu arrives vraiment à ce que tu fais actuellement, mais peut-être des moments clés, peut-être le premier moment, c'est tes premiers spectacles. Comment ça arrive, ça? Alors, les premiers spectacles sont venus du conte, comme je dis, les premiers, vraiment où j'ai commencé à avoir de l'argent. À 22 ans, j'avais déjà acheté une maison. Alors que j'étais étudiant, je finissais l'étude, mais avec les contes. Le conte était à la mode dans les années 80 à l'époque. On n'était pas beaucoup, donc on gagnait vraiment beaucoup d'argent. Et ensuite, le milieu professionnel même, de théâtre, je suis rentré là-dedans grâce à Patrick Moore, qui est un Suisse, metteur en scène suisse, qui est mon frère jumeau. Parce que moi, je suis né jumeau. Et j'ai perdu mon frère jumeau petit. Et donc, pour faire certaines choses initiatiques, dont par exemple le mariage aussi, il fallait que je trouve un autre frère jumeau pour pouvoir aller dépasser certains diplômes, comme on dit, initiatiques. Donc, Patrick Moore, qui est un Suisse, donc, qui est mon jumeau, et qui est venu en Afrique. Je raccourcis, qui était à l'école Jacques Lecoq avec ma maman, et donc qui est venu en Afrique pour écouter Soundiata Keita, l'histoire de Soundiata. Mon grand-père qui a raconté Soundiata Keita 7 jours, 7 nuits, et moi j'étais en traduction simultanée parce qu'il ne parlait pas français. Et au bout des 7 jours, 7 nuits, on immole un bélier en honneur de tous les ancêtres qu'on a énumérés, qu'on a appelés, donc qu'on a nommés pendant ces moments. Et après, pendant le repas de donner suite à ces 7 nuits, 7 jours, 7 nuits, et Patrick a dit à mon grand-père, vraiment un jour j'aimerais jouer cette histoire et j'aimerais le faire avec Hassan. Et mon grand-père, après le repas, a pris nos mains, elle les a réunies. Je ne sais pas s'il a fait des incantations, je ne sais pas lesquelles, on n'entendait pas, on voyait ses lèvres remuer. Et il a simplement dit ceci, vous allez non seulement jouer cette pièce, mais elle va transformer votre vie. Et donc cette pièce, pour aller vraiment très loin, on l'a montée avec Patrick Moore, en Suisse. Elle a joué un peu partout. Et les théâtres qui n'ont pas pu avoir la pièce, parce que c'était demandé partout, ont pris des options sur nos prochains projets. De fil en aiguille, les gens prennent des options. Donc, ça date de 89. Et depuis, je n'ai pas arrêté. La pause d'art. Quelle est ton idée du théâtre? Quel théâtre, toi, tu défends? Alors, avant de parler du théâtre que je défends, c'est que je dis, au fur et à mesure que j'avance dans le travail, dans la vie, je me rends compte de l'immensité du monde du théâtre. Donc, il y a tellement de théâtre, il y a beaucoup de théâtre. Donc, ce qui
m'a amené à dire il faut que je sois très clair sur ce que je veux faire, sur ce que je veux être dans ce milieu immense. Et même si je suis une goutte d'eau dans l'océan des connaissances, ma connaissance est une goutte d'eau dans l'océan des connaissances, j'aimerais que cette goutte d'eau soit particulière. Donc ça a été la base de la réflexion. Et donc au fur et à mesure que j'avançais, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes remarquables. Et les rencontres ont été déterminantes pour le peu que je suis aujourd'hui. Et ces rencontres m'ont amené à me positionner sur du théâtre griotique. Je veux dire théâtre griotique, je fais exprès, parce que les gens l'appellent le théâtre documentaire, le théâtre historique. Et moi, je me suis dit que ce que je vis aujourd'hui dans le monde de bien, c'est les endroits où on s'est un peu entendu. Et l'endroit où ce que je vis mal dans ce monde qui est plus réel, qui est plus que ce que je vis de bien, c'est dû à beaucoup de malentendus. Et que les malentendus viennent souvent de la méconnaissance des uns et des autres. Et que si on pose nos histoires sur la table avec les vérités, en ne cachant rien, ça fera mal, mais je crois qu'on se comprendra mieux, on se connaîtra mieux et ça va réduire quelques malentendus et ça va améliorer notre vie. Et donc c'est là que j'ai décidé de raconter des histoires communes. Qui dit histoire commune? Des histoires qui nous ont amenés à nous affronter, à nous confronter, à marcher ensemble, des histoires qui ont amené certains frottements. Voilà. Et pour cela, je trouvais que le théâtre était un moyen universel de poser ces histoires-là. Parce que je dis, nous ne sommes pas comptables de ce que nos ancêtres ont fait. Mais on est tous héritiers ensemble. Cet héritage, pour moi, est comment? C'est que, qu'est-ce qu'on en fait? Même si ça peut être douloureux deux fois, mais c'est notre héritage quand même. Même quand on prend cet exemple dans les familles nucléaires, c'est pareil. Il y a des héritages dans chaque famille. Il y a un héros, dans chaque famille, il y a un lâche. C'est pareil. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage commun? Nous ne sommes pas comptables de ce qu'ils ont fait. On n'était pas là. Mais on est héritiers de ça. Et c'est un héritage commun. Il n'y a pas une question de blanc, vert, jaune, rouge. On est dans ce monde-là. C'est un monde. Et si vous voyez, si ça tremble de l'autre côté, ça veut dire que ça va bouger ailleurs. Donc on est dans. Il y a une interconnexion entre nous, qu'on le veut ou pas. Quelque chose de cyclique, là. De cyclique, qu'on le veut ou pas. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Les cadavres, il ne faut pas qu'on les cache dans les placards. À un moment donné, ça va pourrir. On ne peut pas. Sortons-les. Faisons les funérailles de ces cadavres-là. Enterrons-les ensemble. Mon théâtre. C'est ce que j'ai fait d'autres, je ne fais pas que ça, c'est la ligne directrice du travail, je mets beaucoup plus d'énergie à ça. Et puis, pour finir, mon théâtre, je dis, je dois pouvoir plutôt le montrer partout. Partout. Donc, au niveau de la forme, des esthétiques et tout, je dois pouvoir. Donc ça, c'est aussi une philosophie de travail. D'accord. Est-ce que partout, ça peut se jouer dans de très grands théâtres, tout comme on peut ici, comme dans un café. Après, c'est pour cela, souvent dans mes mises en scène, je prévois plusieurs formats.
dans le même projet. Plusieurs formats tout de suite avant la création. Je conçois. C'est un boulot énorme, ça. Oui, c'est un boulot énorme. C'est pour cela que je fais à peu près une moyenne de 3 à 4 ans avant chaque projet. À moi, mais je fais des petites commandes à côté. Mais mes projets qui me tiennent à cœur, parce que souvent, je vérifie. Puisque comme je parle souvent des histoires qui peuvent heurter, qui peuvent blesser, qui peuvent secouer, donc je vérifie avec des historiens. Donc là, on est dans ton processus de création. Processus de création. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.